des agents fédéraux ont envahi l'aéroport international d'Atlanta, tandis qu'une file de SUV noirs bordait la piste près du terminal B, leurs vitres teintées luisant sous la lumière matinale. À l'intérieur du terminal, le chaos régnait, mais le major Marcus Washington restait assis, impassible face à la tempête qui l'entourait. 10 minutes plus tôt, l'agente d'embarquement Karen Miller avait ricané en voyant sa carte d'identité militaire et prononcé les mots qui allaient bientôt la hanter, « Ce n'est pas réel ». Elle ignorait à qui elle parlait, ni le poids que son mépris allait avoir. Avant de nous plonger dans cette histoire poignante de dignité face à une discrimination brutale, prenons un moment pour réfléchir à la signification profonde de tels moments aux États-Unis. Remontons le temps et découvrons comment ce qui aurait dû être un vol de routine s'est transformé en incident national, qui allait non seulement révéler l'injustice, mais aussi changer à jamais la politique aéroportuaire. Ce matin-là, la lumière du soleil filtrait à travers les imposantes fenêtres du terminal B de l'aéroport international d'Atlanta, projetant des ombres allongées sur le sol poli. L'air était chargé de tension et d'annonces, mais le major Marcus Washington marchait d'un pas assuré, sans se presser, à travers la foule animée. À 68 ans, ce récipiendaire de la médaille d'honneur noire avançait avec l'assurance calme d'un homme qui avait depuis longtemps cessé de s'étonner de la cruauté du monde. Ses mains burinées serraient un modeste bagage à main en cuir, à l'intérieur duquel se trouvaient les quelques affaires essentielles à son voyage à Washington, D.C., dont une valise doublée de velours contenant la plus haute décoration militaire du pays. Il voyageait pour recevoir une distinction présidentielle spéciale, un honneur qui suscita en lui un mélange de fierté et de tristesse discrète. Tandis qu'il naviguait dans le terminal, le souvenir le submergea comme un torrent. Des images de guerre lui traversèrent l'esprit, des jungles imprégnés de danger, des cris noyés dans la fumée, et la terre ensanglantée du Vietnam où il avait reçu sa médaille. La citation avait loué son héroïsme et son intrépidité extraordinaire au péril de sa vie, au-delà de l'appel du devoir, mais elle n'avait pas relaté ce qui avait suivi, l'accueil qu'il n'avait jamais reçu, le pays qui célébrait sa bravoure sous l'uniforme mais le diminuait une fois sorti de l'uniforme. Son service lui avait ouvert certaines portes, mais sa couleur de peau avait toujours dicté celles qui restaient fermées. Même maintenant, des décennies plus tard, il sentait les jugements tacites le suivre comme des ombres. Dans le terminal, les subtils changements de posture et de regard étaient indéniables. Ses compagnons de voyage s'écartaient légèrement, le survolant du regard avec un malaise à peine voilé. Son costume sur mesure était impeccable, son allure digne, et pourtant, pour trop de gens, il restait un homme noir déplacé. La carte d'identité militaire spéciale qu'il portait dans son portefeuille était censée symboliser l'honneur et l'autorité, mais les préjugés avaient tendance à rendre ces titres insignifiants. Pourtant, Marcus se tenait comme il l'avait toujours fait, le dos droit, les épaules carrées, le regard droit devant. Sous cette apparence stoïque, cependant, se cachait une vie de blessures qu'aucune médaille ne pouvait guérir. Les cicatrices du combat s'étaient estompées depuis longtemps, mais les blessures infligées par le racisme restaient vives. L'aéroport était particulièrement bondé ce jour-là. Des voyageurs frustrés se pressaient près des écrans affichant retard et annulation. En attendant, Marcus observa la façon dont le personnel traitait les gens, sourire radieux pour certains, voix hachée pour d'autres. Près d'un stand de café, il aperçut une jeune femme noire interrogée sur sa carte de paiement, tandis que l'homme d'affaires blanc devant elle s'en était sorti sans encombre. C'était une chorégraphie familière, qu'il avait vue se dérouler un nombre incalculable de fois. À l'approche de l'embarquement, il se dirigea vers la porte 27. Un petit groupe de passagers bien habillés formait déjà la file d'attente pour l'embarquement prioritaire. Marcus avait été surclassé en première classe, une agréable surprise de la compagnie aérienne après avoir appris sa prochaine distinction. Il se présenta au comptoir, carte d'embarquement et pièce d'identité en main, ne s'attendant à rien d'autre qu'à la routine. Au lieu de cela, il a été accueilli avec suspicion. Karen Miller, une femme blanche de 35 ans travaillant comme agente d'embarquement, leva les yeux et le vit. Son sourire professionnel s'effaça instantanément. Ses yeux brillèrent de confusion, puis se plissèrent légèrement en observant l'élégance raffinée de son costume, en contradiction, semblait-elle penser, avec la couleur de sa peau. « Puis-je vous aider » demanda-t-elle d'un ton neutre, ses yeux le scrutant comme s'il était au mauvais endroit. « Oui, madame. »« Siège 2A. »« Première classe » dit-il poliment en lui tendant ses papiers. Karen pinça les lèvres. Elle prit sa carte d'identité militaire et la brandit à la lumière, la faisant tourner entre ses doigts comme un faux billet de $100. Récipiendaire de la médaille d'honneur, lut-elle à voix haute, la voix teintée d'incrédulité. Ça ne ressemble à aucune carte d'identité militaire que j'ai jamais vue.
Marcus sentit une douleur familière s'installer au plus profond de sa poitrine, mais il garda son sang-froid. C'est une pièce d'identité spéciale, délivrée uniquement aux récipiendaires de la médaille d'honneur, expliqua-t-il doucement mais fermement. Je peux aussi vous montrer ma carte d'identité militaire habituelle si vous le souhaitez. Karen eut un petit rire moqueur. Bien sûr. Voyons voir ça aussi. Les gens comme toi ne voyagent généralement pas en première classe avec nous. Ces mots tranchèrent le terminal comme un rasoir. Des gens comme vous, la phrase flottait dans l'air, lourde de venin. Quelques passagers dans la file détournèrent le regard, gênés. D'autres échangèrent des regards. Quelqu'un ricana doucement. Marcus ressentit chaque mot comme un coup dur, mais son expression resta ferme. Il avait traversé des tempêtes bien pires. Il fouilla dans son portefeuille et en sortit sa carte d'identité militaire. Avant qu'il puisse la lui présenter, un jeune employé noir de l'aéroport s'approcha du comptoir. Il s'appelait James Watkin, avait seulement 24 ans et reconnut immédiatement Marcus grâce à un documentaire qu'il avait vu à l'université, un film sur des héros de guerre méconnus. « Madame, dit James prudemment, c'est en fait une. » Karen l'interrompit brusquement, agitant la main sans même le regarder. « Je m'en occupe. Veuillez retourner à votre poste. » James se figea un instant, déchiré entre le devoir et la justice, puis recula à contre-cœur, la frustration gravée sur son visage. Karen avait maintenant ses deux cartes d'identité, les retournant, les tenant côte à côte, comme si elle attendait qu'elle révèle un mensonge caché. Marcus l'observait en silence, ses pensées errant vers une autre époque, un autre lieu, où sa valeur avait été remise en question malgré tout ce qu'il avait donné. Il se souvenait du hall de l'hôtel juste après la guerre du Vietnam, toujours en uniforme, une médaille fraîchement accrochée à sa poitrine. Ses collègues officiers blancs s'étaient enregistrés sans problème. Marcus avait été arrêté. Le concierge l'avait regardé avec dédain. Le souvenir se fondait dans un montage d'autres humiliations, des restaurants où il avait été assis près de la cuisine, des magasins où des employés le suivaient, des quartiers où la police l'avait arrêté simplement parce qu'il était passé en voiture. Mais le souvenir le plus marquant était celui de Richard Collins, son meilleur ami au Vietnam. Homme blanc originaire d'une région rurale de Géorgie, Richard avait autrefois nourri le même racisme désinvolte que beaucoup d'autres. Mais le champ de bataille avait changé la donne. La guerre avait le don de dissiper les illusions. Dans l'épreuve de la survie, ils avaient forgé un lien qui transcendait les races. C'est Richard qui était mort dans les bras de Marcus, en murmurant « Ils ont pu te voir maintenant, Washington. Ils ont pu te voir tel que tu es vraiment. » La voix de Karen le ramena au présent. « Je vais devoir appeler la sécurité, » annonça-t-elle d'une voix forte. « Je pense que cet homme tente d'embarquer avec de faux papiers. » Des hoquets de surprise parcoururent les passagers environnants. Marcus resta immobile. Son expression restait calme, même si, sous la surface, son cœur battait la chamade, submergé par l'humiliation et la fureur. « Madame, dit-il doucement, je possède cette pièce d'identité depuis plus de 50 ans. Je vous assure qu'elle est authentique. » Mais Karen composait déjà le numéro. « Sécurité, porte 27, dit-elle dans le combiné. Cas possible d'usurpation d'identité et d'utilisation de faux papiers militaires. » Marcus se tenait au comptoir, les regards de dizaines d'inconnus le brûlant comme une flamme. Il repensa à Richard. Le chemin parcouru. Le chemin qu'il leur restait à parcourir. Deux agents de sécurité arrivèrent rapidement, les mains près de leur taser, scrutant Marcus du regard comme s'il était armé et dangereux. Le plus grand, avec une coupe militaire et la posture raide d'un sergent instructeur, s'interposa entre Marcus et les autres passagers en attente. L'autre, plus trapu, l'air constamment renfrogné, se tenait juste devant lui. « Monsieur, nous avons besoin de voir votre pièce d'identité », a exigé le deuxième officier. Marcus fit un geste calme vers le comptoir. « L'agent d'embarquement a mes papiers d'identité, dit-il. » Karen tenait les documents dans sa main, les regardant toujours comme s'ils étaient écrits à l'encre invisible. Et c'est ainsi que commença le moment qui allait secouer une nation, un héros vieillissant, enveloppé d'une dignité tranquille, jugé non pas pour un crime mais pour la couleur de sa peau, sous les lumières fluorescentes de la porte 27. Comme s'il risquait de la contaminer, elle les considérait avec un dédain visible. Elle les croyait frauduleux. Le premier officier apprit les cartes d'identité de Karen, les examinant avec le même scepticisme performatif qu'elle avait affiché plus tôt. Médaille d'honneur, railla-t-il, la voix chargée de moquerie. Où avez-vous trouvé ça, monsieur?
La question flottait dans l'air, lourde de sous-entendus, une accusation silencieuse déguisée en civilité feinte. Marcus avait déjà été confronté à ce genre de questions, l'hypothèse que tout objet de valeur en sa possession avait dû être volé, falsifié ou acquis illégalement. « Je l'ai reçu du président Nixon en 1971, répondit-il calmement, avec une clarté inébranlable. Pour mon service au Vietnam. Le second officier émit un grognement moqueur. Et moi, c'est Neil Armstrong, murmura-t-il juste assez fort pour que les passagers autour l'entendent. Plusieurs d'entre eux rirent, enhardis par la moquerie ouverte de l'officier. Marcus ne dit rien. Il se tenait droit, fruit d'une vie de discipline militaire, immobile, le regard fixé sur le sol, le visage impassible. Autour de lui, une petite foule commença à se rassembler, attirée par la confrontation. La plupart des spectateurs, habitués à faire confiance aux uniformes plutôt qu'aux visages inconnus, supposaient que les agents de sécurité et l'agent d'entrée avaient raison. Après tout, pourquoi les autorités interrogeraient-elles un homme noir âgé, à moins que quelque chose ne cloche? James Watkin, le jeune employé de l'aéroport qui avait tenté d'intervenir plus tôt, observait la scène avec une inquiétude croissante. Lorsque les agents se tournèrent un instant pour s'entretenir avec Karen, James saisit l'occasion. S'éclipsant, il se glissa dans un couloir de service et sortit son téléphone de sa poche. Ses doigts tremblaient légèrement tandis qu'il parcourait ses contacts, cherchant désespérément quelqu'un qui pourrait l'aider. De retour à la porte, les officiers se sont recentrés sur Marcus, leur comportement se transformant en une hostilité ouverte. « Monsieur, se faire passer pour un officier militaire est un délit fédéral », annonça le premier officier d'une voix forte, d'un ton indéchiffrable. « Nous allons avoir besoin de vous pour un interrogatoire. » Marcus regarda tour à tour les agents, puis l'agent d'embarquement. Il reconnut ce schéma. Il l'avait déjà vu, des incidents mineurs pouvaient rapidement dégénérer en danger, surtout pour quelqu'un qui lui ressemblait. « Je comprends, » dit-il doucement, d'une voix basse mais assurée. « Mais je tiens à préciser que je ne me fais passer pour personne. Je suis le major Marcus Washington, de l'armée américaine, à la retraite. Mon état de service est facilement vérifiable. » Le deuxième agent s'est dirigé vers le bagage à main de Marcus. « Nous allons devoir fouiller vos affaires. » Avant que Marcus puisse répondre, l'officier avait ouvert le sac en cuir et le fouillait avec une agressivité insouciante. Sa main ressortit, tenant un étui en velours celui qui contenait la médaille d'honneur. Marcus sentit une bouffée d'alarme monter dans sa poitrine. « S'il vous plaît, faites attention à ça, » dit-il, sa voix aiguë pour la première fois. « Qu'est-ce que c'est » interrompit l'officier en ouvrant l'étui pour révéler la médaille qu'il contenait. « C'est ça que tu essaies de faire passer pour le tien, » ricana-t-il en le brandissant à la vue de son partenaire, traitant la plus haute décoration militaire du pays avec le mépris désinvolte d'un bibelot bon marché. Alors que la médaille pendait au doigt de l'officier, Marcus fut transporté où son esprit se remémora le jour où il l'avait reçue. Il se souvint combien il s'était senti dépaysé à la Maison-Blanche, seul visage noir au milieu d'une mer de costumes blancs et de regards polis. Même en ce jour d'honneur suprême, il n'avait pas été épargné. Il y avait eu des regards en coin, des doutes murmurés, une érosion silencieuse de la dignité. Il se souvenait que plus tard dans la soirée, un taxi avait refusé de le prendre devant son hôtel. La médaille n'avait pas changé le regard du monde sur lui à l'époque et elle ne changeait rien aujourd'hui. La responsable de l'aéroport arriva, une femme blanche d'âge mûr vêtue d'un tailleur bleu marine impeccable. Elle observa la scène d'un regard expert, managérial, puis se tourna vers Karen pour obtenir des explications. Karen parla d'une voix basse mais ferme, lançant parfois à Marcus le même regard de jugement, sa décision déjà prise. Lorsque Karen eut terminé, le directeur s'approcha. « Monsieur, je comprends qu'il y a une certaine confusion au sujet de vos papiers, » dit-elle froidement. « Je crains que nous ne puissions pas vous autoriser à embarquer pour le moment. » Elle tendit la main. « Je vais devoir prendre votre carte d'embarquement jusqu'à ce que ce problème soit résolu. » Marcus le lui tendit sans protester, regardant une autre porte se fermer sur son nez fermé non pas à cause de ce qu'il avait fait, mais à cause de suppositions faites sur la couleur de sa peau. Vous opposeriez-vous à l'injustice si vous la voyiez se dérouler devant vous, ou vous détourneriez-vous? Commentez, 1. Si vous pensez que la sécurité a été excessive dans le traitement du major Washington, ou 2. Si vous pensez qu'elle n'a fait que son travail. Cliquez sur « J'aime » si vous êtes choqué par la rapidité avec laquelle cette situation a dégénéré, passant d'une simple procédure d'embarquement à une humiliation publique. Abonnez-vous pour suivre l'histoire du major Washington, sa dignité désormais mise à mal,
sa précieuse médaille entre les mains de ceux qui ne lui ont témoigné aucun respect. Qui s'avancerait? Aisha Johnson était assise tranquillement à la porte adjacente, le nez enfoui dans un manuel d'histoire américaine, lorsque le dérangement a attiré son attention. L'étudiante noire de 21 ans leva les yeux juste à temps pour voir les agents de sécurité encercler un homme noir âgé en costume bien coupé. Quelque chose dans le tableau la frappa, peut-être était-ce le contraste entre la posture calme et digne de l'homme et l'attitude agressive des agents. Ou peut-être était-ce simplement le fait qu'elle avait déjà vu cette scène trop souvent. Glissant son livre dans son sac à dos, Aisha s'approcha, feignant l'intérêt pour le tableau des départs tout en sortant discrètement son téléphone. Alors qu'un des officiers brandissait ce qui semblait être une médaille, Aisha la reconnut immédiatement grâce à son cours d'histoire, la forme étoilée caractéristique de la Medal of Honor, la plus haute distinction militaire américaine. Sans hésitation, elle a commencé à enregistrer. Elle s'est assurée de capturer non seulement le visage du vieil homme, mais aussi l'expression des agents et de l'agent d'embarquement, le mépris, le dédain. Elle a incliné son téléphone pour inclure le directeur de l'aéroport tandis qu'elle confisquait la carte d'embarquement de Marcus d'un geste expert, presque indifférent. Karen fut la première à le remarquer. Ses yeux s'écarquillèrent d'inquiétude, puis se plissèrent d'hostilité. « Excusez-moi » aboya-t-elle à Aisha. « Il est interdit de prendre des photos et des enregistrements dans la zone sécurisée du terminal. » C'était un mensonge. Aisha le savait. « En fait, » répondit-elle d'une voix calme, sans jamais interrompre son enregistrement, la réglementation de la TSA autorise la photographie dans les zones accessibles au public de l'aéroport, y compris les portes d'embarquement, à condition que cela n'interfère pas avec le processus de contrôle. Les officiers se tournèrent vers elle. La médaille pendait toujours à la main du plus grand. « Mademoiselle, nous allons vous demander d'arrêter l'enregistrement et de supprimer ces images immédiatement, dit-il d'une voix plus dure. C'est une question de sécurité à l'aéroport. » Aisha est restée sur ses positions. « J'ai tout à fait le droit d'enregistrer dans un lieu public, » a-t-elle répondu d'une voix ferme malgré son cœur battant. « Et cela ne me semble pas être un problème de sécurité. Cela ressemble plutôt à du harcèlement. » Le deuxième officier s'est approché, la main tendue. « J'ai besoin de votre carte d'identité et de votre carte d'embarquement, » dit-elle. « Et je veux que vous me remettiez votre téléphone, conformément au protocole de sécurité de l'aéroport. » Aisha a de nouveau reconnu l'excès de pouvoir. « Je suis prête à vous montrer ma carte d'identité et ma carte d'embarquement, » répondit-elle d'une voix hachée, « mais je ne vous donnerai pas mon téléphone. Il n'existe aucun protocole autorisant la confiscation d'appareils personnels dans les lieux publics. » Alors que l'officier continuait à la presser, Aisha prit une décision. En quelques clics rapides, elle a lancé un flux en direct sur son compte de réseau social, où elle avait un public modeste mais actif grâce à son activisme sur le campus. « Je suis actuellement à l'aéroport international d'Atlanta », a-t-elle raconté à voix basse, où des agents de sécurité et du personnel arrêtent ce qui semble être un vétéran âgé portant la médaille d'honneur. Ils ont confisqué sa carte militaire et manipulent sa médaille avec mépris. Les téléspectateurs ont commencé à se joindre instantanément. « C'est la médaille d'honneur, qui est-ce » a commenté l'un d'eux. « Pouvez-vous connaître son nom ?»« Les vétérans voudront le savoir » a écrit un autre. Un troisième, « Ce n'est pas une façon de traiter cette médaille. C'est honteux. » Le nombre de victimes a augmenté. Le flux a rapidement augmenté, notamment parmi les vétérans et les familles de militaires, dont beaucoup ont exprimé leur indignation face à ce dont ils étaient témoins. Karen, réalisant qu'Aisha n'enregistrait pas seulement mais diffusait en direct, devint de plus en plus agitée. « Sécurité » cria-t-elle. « Il faut la faire sortir de la zone d'embarquement. » Les officiers semblaient déchirés, ne sachant pas s'ils devaient redoubler d'efforts contre Marcus ou se tourner vers ce nouveau défi à leur autorité. Profitant de leur distraction, Aisha se rapprocha de Marcus, qui restait immobile, silencieux, observant le chaos avec la patience résignée d'un homme qui en avait trop vu. « Monsieur, » dit-elle doucement, « je suis Aisha Johnson. Mon père a servi pendant l'opération Tempête du désert. Je reconnais votre médaille et je tiens à vous faire savoir que tout le monde ici n'est pas d'accord avec la façon dont vous êtes traité. » Quelque chose brilla dans les yeux de Marcus. Une lueur. Une étincelle. Peut-être de la surprise. Peut-être de l'espoir. « Merci, » murmura-t-il. « J'apprécie cela plus que tu ne le penses. » Aisha fit un signe de tête vers son téléphone. « Je diffuse ça en direct. La médaille d'honneur est déjà reconnue. Si vous acceptez de partager votre nom, cela pourrait aider.
Les vétérans en ligne tentent de confirmer votre identité. Marcus hésita, puis hocha la tête. Major Marcus Washington, dit-il. Armée des États-Unis, retraité. Vietnam. Esha a répété son nom devant la caméra. En quelques secondes, les commentaires ont explosé avec la validation des vétérans militaires et des historiens qui l'ont reconnu. Le Major Washington est légitime, a écrit l'un d'eux. Il a sauvé 12 hommes lors d'une embuscade en 1969, a déclaré une voix ferme et convaincue. Un autre a ajouté, je l'ai vu à un événement pour les vétérans l'année dernière, c'est scandaleux. La marée de l'opinion publique commençait à changer, traversant le live stream d'Esha comme une rivière de vérité et s'écrasant violemment contre le mur de préjugés qui avait été, pendant si longtemps, construit autour de Marcus. Pourtant, les agents de sécurité et le personnel de l'aéroport sont restés impassibles, insensibles aux preuves croissantes qu'ils avaient gravement sous-estimé non seulement un homme, mais un héritage. Plutôt que d'admettre leur erreur, ils ont redoublé d'efforts, l'orgueil les aveuglant, interdisant toute reconnaissance de leur erreur. Alors que le nombre de téléspectateurs sur le live stream d'Esha augmentait et 1000, puis 5000, puis un bond soudain à 20 000, elle réalisa que quelque chose en elle avait changé. Elle n'était plus seulement une observatrice passive de l'injustice. Elle était devenue son opposition. Elle se tenait aux côtés d'un homme qui avait déjà mené plus de batailles que la plupart des gens ne pouvaient imaginer. La jungle dense et verte des hauts plateaux du centre du Vietnam entourait le soldat de première classe Marcus Washington, âgé de 19 ans, comme une créature vivante et respirante chaude, humide et suffocante. C'était l'été 1969. Son unité, la compagnie Alpha de la 25e division d'infanterie, patrouillait depuis 6 jours exténuants. Chaque homme portait 80 livres d'équipement, leurs bottes s'enfonçant dans la boue, leur esprit lentement usé par un terrain qui semblait conçu pour punir le corps et l'âme de la même manière. Marcus essuya la sueur de ses yeux, essayant de rester vigilant, veillant à maintenir sa position dans la formation de patrouille alors qu'il traversait péniblement un ravin étroit. 2 hommes devant lui marchaient Richard Collins, un soldat blanc de la Géorgie rurale, dont le mépris pour les soldats noirs était évident dès le premier jour dans le pays. Collins avait refusé de partager une tranchée avec Marcus pendant leur première semaine. Il avait, accidentellement, renversé ses rations plus d'une fois. Il avait pris l'habitude de laisser échapper des insultes raciales de sa bouche, toujours assez fort pour que Marcus les entende, et toujours juste avant ce qui entraînerait des conséquences officielles. Mais le Vietnam avait une façon de remodeler les valeurs d'un homme. Après le premier échange de tirs, lorsque Marcus avait traîné un soldat blessé en sécurité sous une pluie de tirs ennemis, Collins avait commencé à le regarder différemment. Pas avec admiration, pas encore, mais avec une reconnaissance à contre-cœur que la compétence ne dépendait pas de la couleur de peau. Au 3e mois de leur déploiement, Collins avait cessé de chercher à contrarier Marcus. À la 5e, il s'était installé dans une coexistence tendue mais gérable, une coexistence qui, en de rares occasions, s'approchait même de quelque chose qui ressemblait à de la camaraderie. Ils étaient au 6e mois de leur tournée lorsque l'embuscade a frappé. Le premier signal fut le craquement sec et glacial d'un AK-47, suivi immédiatement par le bruit sourd et esséurant des balles frappant la chair. L'homme de pointe s'est effondré devant eux, et le chaos a explosé. Les forces ennemies cachées ont ouvert le feu depuis 3 directions, les balles pleuvant comme une tempête mortelle. Contact à gauche, cria quelqu'un, et le ravin se transforma en enfer, le rugissement assourdissant des coups de feu remplissant chaque crevasse de la terre. Marcus s'est effondré et a rampé vers un rondin tombé pour se mettre à l'abri. À travers le brouillard de fumée et la confusion, il repéra Collins, coincé à découvert, ripostant désespérément tandis que la terre jaillissait autour de lui dans de minuscules explosions. Sans hésitation, Marcus s'est échappé de son abri, sprintant bas et vite vers le côté de Collins. Il plongea à côté de lui et cria « On doit bouger. Cette position est trop exposée. » Collins hocha la tête, le visage maculé de terre, pâle de peur. À 3. Ensemble, ils se précipitèrent vers une meilleure couverture, glissant dans une dépression peu profonde derrière un groupe de rochers. De là, Marcus pouvait voir toute l'ampleur du cauchemar dans lequel ils étaient piégés. Le lieutenant était à terre. L'opérateur radio ne bougeait pas. Et l'ennemi avait le terrain élevé. C'était une embuscade typique, et si le manuel avait raison, ils étaient déjà morts. Marcus a vérifié ses munitions et il lui restait 3 chargeurs. Il regarda Collins, qui pensait une écorchure sur son bras. « Radio » demanda Marcus. Collins secoua la tête. « L'opérateur est en panne, et je pense que la radio a été touchée. »
Marcus scruta le champ de bataille, ses yeux se posant sur 4 hommes blessés dispersés dans des positions trop exposées pour que les médecins puissent les atteindre. Les tirs ennemis se sont concentrés sans relâche sur ces corps, bloquant toute tentative de sauvetage. À ce moment-là, quelque chose s'est installé en Marcus, une clarté qui a traversé la peur comme une lame. Il s'est tourné vers Collins. « Couvre-moi. » Collins le regarda bouche bée. « De quoi diable parles-tu, Washington ? » CO. Mesdames ont besoin d'aide. Je vais créer une diversion sur le flanc gauche. Lorsqu'ils dirigeront le feu sur moi, les médecins pourront les atteindre. Collins lui attrapa le bras. C'est du suicide, mec. Marcus croisa son regard. Peut-être, mais ces hommes mourront certainement si personne ne fait rien. Avant que Collins ne puisse protester à nouveau, Marcus était déjà en mouvement. Il est resté bas, rampant et sprintant à tour de rôle jusqu'à ce qu'il atteigne le flanc gauche. Là, il s'arrêta, prit une profonde inspiration, murmura une prière et se lança dans un assaut solitaire. Tirant par rafales courtes et contrôlées, se déplaçant rapidement d'un arbre à un rocher, d'un rocher à un fossé, il se faisait paraître plus grand, comme une unité fantôme dispersée à travers le ravin. Et ça a marché. Le feu ennemi s'est déplacé. Les balles se sont tournées vers lui. Et derrière lui, les médecins se sont précipités pour atteindre les blessés. Pendant 15 minutes, Marcus a retenu leur attention. Les balles arrachaient les feuilles des branches, mâchaient l'écorce et s'enfonçaient dans la terre à quelques centimètres de ses membres. Il se préparait à reculer lorsqu'il entendit un cri, une voix qu'il reconnut. Collins avait essayé de le rejoindre. Et il avait pris une balle pour ça. Marcus ne s'est pas arrêté. Il courut, brisant à nouveau sa couverture, fonçant vers son camarade tombé. Collins saignait de la poitrine, son visage était blanc comme un fantôme, il haletait. « Attends » dit Marcus en passant le bras de son coéquipier sur son épaule, serrant les dents alors qu'ils commençaient le douloureux retour vers leur ligne. Ils étaient presque là. Puis le mortier a frappé. Marcus s'est réveillé au son des pales de l'hélicoptère et au goût amer du sang dans sa bouche. Sa jambe gauche ne bougeait pas. La douleur pulsait de tous les coins de son corps. Sa première pensée. Où est Collins ? Le médecin penché sur lui jeta un coup d'œil vers une autre civière. Collins était allongé là, un masque à oxygène sur le visage, immobile, mais respirant. Il tient bon, dit le médecin, mais c'est incertain. Il ne serait plus en vie si vous ne l'aviez pas sorti de là. Plus tard, à l'hôpital de campagne, Marcus a pris le reste. Après l'impact du mortier, malgré ses blessures, il avait protégé Collins avec son propre corps, ripostant et retenant l'ennemi jusqu'à l'arrivée des renforts. En plus de Collins, il avait sauvé 11 autres hommes ce jour-là. Cet acte lui vaudra plus tard la médaille d'honneur. Mais tout ce qui importait à Marcus, allongé brisé dans un lit d'hôpital, était de savoir si Collins survivrait. Pendant 3 jours, il a oscillé entre conscience et inconscience. Quand il s'est finalement complètement réveillé, il a demandé à nouveau. Une infirmière a montré un lit de l'autre côté de la salle. Contre l'avis médical, Marcus a insisté pour être transporté en fauteuil roulant. Collins était conscient, à peine. Sa large silhouette était réduite, creusée par les traumatismes et la chirurgie. Mais quand il vit Marcus, quelque chose changea sur son visage, quelque chose de doux, presque respectueux. « Espèce de fils de... » murmura Collins. « Pourquoi es-tu revenu me chercher ?» Marcus haussa les épaules en grimaçant. « Je ne laisserai personne dehors. » Collins est resté silencieux pendant un long moment. « J'avais tort à ton sujet, dit-il enfin. À propos de beaucoup de choses. C'était le début de quelque chose de nouveau. » Pendant sa convalescence, Collins est devenu le défenseur le plus féroce de Marcus. Il interpellait quiconque, soldat ou civil, osait proférer une insulte en présence de Marcus. À leur retour aux États-Unis 6 mois plus tard, Collins a invité Marcus à rester avec sa famille en Géorgie. L'invitation a stupéfié tout le monde, y compris la famille de Collins. La visite était tendue, gênante et pleine de silence. Mais cela a marqué le début du long voyage de cette famille vers le désapprentissage des préjugés de génération. Lorsque Marcus a reçu sa médaille d'honneur, Collins s'est tenu à ses côtés, la fierté rayonnant sur son visage tandis que le président Nixon plaçait le ruban autour du cou de son ami. Mais la médaille n'a pas protégé Marcus du racisme qui imprégnait encore l'Amérique. Les entretiens d'embauche qui se déroulaient bien au téléphone ont disparu une fois que les employeurs ont vu son visage.
Les banques l'ont refusé. Les restaurants l'ont placé près de la cuisine. Pendant tout ce temps, Collins est resté à ses côtés, souvent le seul visage blanc prêt à se tenir aux côtés de Marcus dans des endroits qui ressentaient du ressentiment envers sa simple présence. Lorsque Collins est décédé d'un cancer en 1990, sa dernière demande a été que Marcus reçoive ses médailles de service. « Vous m'avez montré ce que ces valeurs signifient vraiment », a-t-il déclaré. Honneur, courage, engagement. Vous les avez vécus, alors que je les portais simplement sur un uniforme. Alors qu'il était mourant, Collins a demandé une dernière promesse. Continue à vivre avec honneur, Washington. Ne te laisse pas abattre par ces salauds. Un jour, ils te verront tous comme moi. Dans les décennies qui ont suivi la mort de Collins, Marcus a tenu cette promesse. Il a travaillé discrètement, défendant les vétérans noirs dans les coulisses. Il ne recherchait pas les éloges, ne courait pas après les projecteurs. Il a utilisé le poids moral de sa médaille d'honneur pour influencer la politique, pour s'assurer que ceux qui lui ressemblaient recevaient la reconnaissance et les soins qu'ils méritaient. Son invitation à la Maison-Blanche était liée à une nouvelle initiative en faveur des anciens combattants, qu'il avait contribué à concevoir et axée sur les besoins des anciens combattants de couleur. Et maintenant, debout à l'aéroport international d'Atlanta, confronté à des agents de sécurité qui remettaient en question son identité et son droit à l'honneur, il se demandait ce qu'aurait fait Collins. Probablement quelque chose de profane. Et certainement quelque chose d'audacieux. Collins n'avait jamais gardé le silence face à l'injustice, pas après que le Vietnam lui ait arraché les écailles des yeux et lui ait appris ce qui définissait vraiment un homme. Marcus toucha la montre à son poignet. La montre de Collins. Un cadeau de sa veuve après les funérailles. Je vis toujours avec honneur, riche. Il y réfléchit, même si cela aurait été plus simple. Les mains de James Watkin tremblaient légèrement tandis qu'il composait le numéro. En tant que cadet de l'Air Force ROC travaillant à temps partiel à l'aéroport tout en terminant ses études, il avait mémorisé le protocole de signalement des incidents impliquant du personnel militaire, mais il n'avait jamais imaginé qu'il aurait besoin de l'utiliser. « Ministère de la Défense, comment puis-je adresser votre appel ?» répondit une voix claire. Ici James Watkin, de l'aéroport international d'Atlanta, commença-t-il d'une voix plus assurée qu'il ne l'était. Je dois signaler un incident impliquant un récipiendaire de la médaille d'honneur. Il y eut une brève pause. Poursuivre. James a décrit la scène qui s'est déroulée à la porte 27, le vétéran noir âgé étant humilié publiquement, son identité remise en question, sa médaille manipulée avec négligence par le personnel de sécurité qui n'a clairement pas reconnu sa signification. Son nom est le Major Marcus Washington, conclut James. Il s'est présenté comme un vétéran du Vietnam. Le silence à l'autre bout du fil s'est prolongé pendant plusieurs longues secondes. Restez où vous êtes, monsieur Watkin, répondit enfin la voix, désormais teintée d'urgence. N'intervenez plus pour le moment. On vous contactera sous peu. L'appel est terminé. James fixait son téléphone, se demandant s'il en avait fait assez ou peut-être trop. Il n'avait aucun moyen de savoir que son appel venait de déclencher une réaction en chaîne remontant la chaîne de commandement militaire du Pentagone. L'officier de permanence qui a pris l'appel de James a immédiatement transmis l'information à son supérieur, qui a immédiatement reconnu le nom de Marcus Washington. En quelques minutes, le rapport est parvenu au bureau du secrétaire à la Défense, où il a fait l'effet d'une bombe. Le major Marcus Washington n'était pas un simple récipiendaire de la médaille d'honneur. C'était une légende vivante, ses exploits au Vietnam ont été étudiés à West Point, et son engagement discret en faveur des vétérans a façonné la politique militaire pendant des décennies. Le fait qu'il ait été détenu et méprisé dans un aéroport civil, alors qu'il était en route pour recevoir une distinction présidentielle, n'était pas seulement une source d'embarras. C'était un profond affront à l'armée elle-même. Appelez-moi le responsable de la sécurité de l'aéroport international d'Atlanta, aboya le secrétaire à la Défense à son assistant, et contactez le bureau du FBI à Atlanta. Je veux des agents sur place immédiatement. Pendant ce temps, à l'aéroport, Marcus Washington était escorté hors de la porte par la sécurité, sa dignité intacte, mais son cœur lourd d'une déception familière et lancinante. L'embarquement avait commencé sur son vol pour Washington, D.C. Les passagers défilaient en jetant des regards curieux au vieil homme noir entouré d'agents de sécurité. La médaille d'honneur et ses papiers d'identité militaire étaient toujours en possession des officiers, qui continuaient de traiter ces symboles sacrés avec un mépris désinvolte. Karen Miller regardait depuis sa position à la porte, une expression suffisante sur son visage alors qu'elle accueillait à bord les passagers de première classe, des passagers qui,
dans son esprit, avaient leur place là d'une manière dont Marcus Washington ne faisait pas partie. Derrière elle, l'écran affichait les informations du vol, le vol 1056 d'United Airlines à destination de Washington, D.C., à l'heure pour un départ à 11h15. Ce qu'aucun d'entre eux n'avait réalisé, c'est que ce vol ne partirait pas à l'heure, loin de là. Au Pentagone, les téléphones sonnaient dans plusieurs services tandis que la nouvelle de la situation à Atlanta se répandait. Le général William A., général 4 étoiles et deuxième officier le plus haut gradé de l'armée, était en réunion lorsque son assistant l'interrompit pour lui annoncer la nouvelle. A., lui-même noir, dont le père avait servi au Vietnam aux côtés de Marcus Washington, s'est immédiatement levé. « Préparez mon avion », ordonna-t-il. « Et contactez le bureau d'Atlanta. Je veux des véhicules prêts à atterrir. » Dans les bureaux de l'aéroport international d'Atlanta, le téléphone du PDG a sonné. L'appelant s'est présenté comme étant le secrétaire à la défense des États-Unis. « Nous avons un problème dans vos locaux », commença le secrétaire sans préambule. « Un héros national est détenu par vos agents de sécurité, et je tiens à ce que la situation soit résolue immédiatement. » Le PDG écoutait, son visage pâlissant tandis que la secrétaire continuait. « Le major Marcus Washington doit rencontrer le président demain. Il porte la médaille d'honneur qu'il a obtenue en sauvant 12 Américains au Vietnam. S'il rate son vol parce que votre état-major n'a pas pu reconnaître une pièce d'identité militaire valide, les conséquences seront graves. » Au moment où l'appel s'est terminé, le PDG courait déjà vers l'ascenseur, criant à son directeur de la sécurité de le rejoindre à la porte 27. Simultanément, le livestream des Chad Johnson avait atteint plus de 100 000 téléspectateurs, y compris des journalistes des grandes chaînes qui appelaient désormais leur filiale d'Atlanta pour faire venir des équipes de tournage à l'aéroport. Les organisations d'anciens combattants se sont mobilisées en ligne, leurs membres vivant près d'Atlanta s'engageant à se rendre immédiatement à l'aéroport. L'indignation a fusé sur les réseaux sociaux lorsque l'histoire s'est répandue, accompagnée de captures d'écran du live des chats, montrant le traitement irrespectueux de la médaille d'honneur. Toutes ces réactions ont convergé vers l'aéroport international d'Atlanta comme une tempête qui se préparait, tandis que Marcus Washington, l'homme au centre de tout cela, a continué à maintenir sa dignité tranquille face à l'humiliation, comme il l'avait fait d'innombrables fois au cours de sa vie. Avez-vous déjà été témoin d'un traitement injuste envers une personne en raison de son origine ethnique ou de son apparence? Commentez, 1. Si vous avez déjà réagi dans de telles situations, ou 2. Si vous regrettez de ne pas avoir réagi. Cliquez sur « J'aime » si vous pensez que nos vétérans méritent un meilleur traitement, quelle que soit leur couleur de peau. Abonnez-vous dès maintenant pour découvrir ce qui se passe lorsque l'autorité militaire s'abat sur l'aéroport international d'Atlanta. L'agent de sécurité et les agents de sécurité pensaient avoir affaire à un homme âgé qu'ils pouvaient renvoyer sans conséquence, mais qui allait arriver à l'aéroport dans 9 minutes et tout changer. 9 minutes après que James Watkin ait appelé le Pentagone, les premiers signes d'une réponse extraordinaire ont commencé à se manifester. Au sein des opérations aéroportuaires, une communication inédite de la FAA a été transmise, interruption temporaire des vols à l'aéroport international d'Atlanta. Tous les vols au départ sont maintenus. Les avions prioritaires du gouvernement à l'arrivée sont autorisés à atterrir immédiatement sur la piste 27R. Dans la tour de contrôle, les contrôleurs aériens ont échangé des regards perplexes alors qu'ils mettaient en œuvre l'ordre, paralysant virtuellement l'un des aéroports les plus fréquentés du pays. Au sol, le premier SUV noir est apparu au contrôle de sécurité, contournant les voies normales tandis que les agents de la TSA, surpris, exhibaient leurs papiers d'identité fédéraux. Puis un autre SUV est arrivé, puis un autre encore, formant un convoi qui a traversé le terminal à toute vitesse. La police de l'aéroport s'est précipitée pour dégager un chemin, même si elle-même n'avait aucune idée de ce qui se passait. À la porte 27, Marcus Washington était assis sur une chaise en plastique rigide, un agent de sécurité se tenant près de lui tandis que la responsable de l'aéroport parlait d'un ton pressant dans son téléphone. Son expression passa de l'irritation à la stupeur, puis à une expression proche de la terreur en écoutant la voix à l'autre bout du fil. « Oui, monsieur », balbutia-t-elle. « Je comprends. »« Oui, tout de suite. » Elle raccrocha et se tourna vers Karen Miller, le visage blême. « Où sont ses papiers ?» demanda-t-elle. « Sa carte militaire et sa médaille, où sont-elles ?» Karen cligna des yeux, confuse. « La sécurité les a. »« Pourquoi ?» Le directeur l'a interrompu. « Ramenez-les ici immédiatement. »« Tous. »« En bon état. » Elle s'est tournée vers les agents de sécurité. « Rendez-lui immédiatement les affaires du major Washington et escortez-le jusqu'au salon VIP. »
Les officiers hésitaient, échangeant des regards incertains. « Madame » commença l'un d'eux. Mais la directrice l'interrompit d'une voix sèche. C'était le PDG de l'autorité aéroportuaire. Le major Washington doit être traité avec le plus grand respect, à compter de maintenant. Son vol est suspendu, et vous deux devez veiller à ce qu'il embarque confortablement. Avant qu'il ne puisse répondre, les portes du terminal s'ouvrirent brusquement. 4 hommes en costume sombre entrèrent. Leur allure et leurs mouvements coordonnés les identifièrent immédiatement comme des agents fédéraux. Derrière eux se trouvaient 6 policiers militaires en uniforme, encadrant un grand homme noir dont les 4 étoiles brillaient sur les épaules. Le général William était arrivé et son expression promettait des conséquences. La foule à la porte s'écarta instinctivement tandis que le général avançait à grands pas, les yeux rivés sur Marcus Washington. Les agents de sécurité se sont raidis au garde à vous, reconnaissant tardivement l'autorité qui se trouvait devant eux. Marcus se leva lentement tandis que le général s'approchait, son instinct militaire le ramenant au garde à vous malgré les décennies écoulées depuis son service actif. « Rassurez-vous, Major, dit-il, sa voix résonnant dans la zone d'embarquement désormais silencieuse. Je vous prie de m'excuser pour le retard de notre réponse. » Marcus se détendit légèrement. « Général, acquiesça-t-il d'un hochement de tête. C'est inattendu. Ce n'est pas aussi inattendu que d'apprendre qu'un récipiendaire de la médaille d'honneur était arrêté alors qu'il se rendait chez le président, a répondu sa voix suffisamment forte pour que tout le monde l'entende. Il s'est tourné vers les agents de sécurité et le personnel de l'aéroport. Où sont les effets personnels du major Washington? L'un des officiers fouilla dans sa poche et en sortit l'étui en velours contenant la médaille d'honneur et les cartes d'identité militaire. Elle lui tendit la main, et l'officier les y déposa avec une réticence visible. Elle inspecta soigneusement la médaille, puis la rendit à Marcus avec un signe de tête formel et respectueux. « Il semble intact, monsieur, dit-il. Contrairement à la façon dont vous êtes traité aujourd'hui. » La directrice de l'aéroport s'avança, trébuchant presque dans sa hâte de parler. « Général, je tiens à vous assurer qu'Atlanta International regrette profondément ce regrettable malentendu. Nous allons mener une enquête approfondie sur les circonstances de cet incident et prendre les mesures appropriées. » Elle la regarda froidement. « Je l'espère. Le président attend un rapport sur cet incident d'ici demain matin. » À l'évocation du président, Karen Miller, qui observait la scène avec une horreur grandissante, sembla enfin saisir l'ampleur de son erreur. Son visage se vida de ses couleurs à l'approche d'un des agents fédéraux. « Mademoiselle Miller, dit l'agent, même si ce n'était pas vraiment une question. Nous allons devoir recueillir votre déposition concernant les événements d'aujourd'hui. » 2 autres SUV noirs se sont arrêtés devant le terminal, visibles à travers les baies vitrées. De l'un d'eux est sorti un homme en uniforme de l'armée de l'air, portant l'insigne de lieutenant général. De l'autre est sorti le PDG de la compagnie aérienne, contacté directement par le secrétaire au transport. Les répercussions de l'appel téléphonique de James Watkin continuaient de s'étendre, attirant à chaque minute des niveaux d'autorité plus élevés. Les opérations sur piste de l'aéroport international d'Atlanta restèrent bloquées. Aucun avion ne décollerait tant que la situation du major Marcus Washington ne serait pas résolue à la satisfaction de l'armée. Les passagers de tout le terminal ont documenté la scène sans précédent sur leur téléphone, la file de SUV noirs à l'extérieur, le personnel militaire et fédéral convergeant vers la porte 27, les généraux en uniforme debout dans la zone d'embarquement. Et Chad Johnson a continué son live stream, qui comptait désormais plus d'1 million de téléspectateurs. « Je suis toujours à l'aéroport international d'Atlanta, raconta-t-elle doucement, où ce qui avait commencé comme une discrimination contre un ancien combattant noir âgé a dégénéré en ce qui ressemble à une intervention fédérale. Plusieurs officiers supérieurs sont arrivés, et l'aéroport semble être en quelque sorte bouclé. » Le général se tourna vers Marcus, sa voix s'adoucissant légèrement. « Major Washington, une voiture vous attend pour vous conduire directement à la base aérienne d'Andrew, où un vol privé vers Washington DC a été organisé. Le président vous présente ses excuses personnelles pour cet incident et se réjouit de vous revoir demain comme prévu. » Marcus secoua doucement la tête. « Avec tout le respect que je vous dois, général, je préférerais prendre mon vol régulier si c'est encore possible. Je n'ai pas besoin de traitement de faveur, juste du respect que j'ai gagné. » Et étudia l'homme plus âgé pendant un moment, puis hocha la tête avec compréhension. « Comme vous le souhaitez, Major, votre vol partira dès que nous aurons terminé nos affaires ici. » Il se tourna vers le personnel de l'aéroport rassemblé. « J'espère qu'il n'y aura plus de problème avec l'embarquement du major Washington.
La directrice de l'aéroport secoua vigoureusement la tête. Absolument pas, général, nous veillerons à ce que le major Washington bénéficie de tout le confort nécessaire pendant son vol. Le général se tenait au centre de la porte 27, sa présence imposante attirant tous les regards dans le terminal alors qu'il s'adressait aux passagers et au personnel de l'aéroport. Mesdames et messieurs, commença-t-il, sa voix résonnant avec une autorité qui réduisait au silence même les voyageurs les plus agités, je pense qu'il est nécessaire de clarifier exactement qui se trouve parmi vous aujourd'hui, car il semble y avoir eu une certaine confusion. Il fit un geste vers Marcus Washington, qui garda son attitude digne malgré les événements tumultueux de la matinée. Je suis le major Marcus Washington, de l'armée américaine, retraité. En 1969, pendant la guerre du Vietnam, l'unité du major Washington a été prise en embuscade en territoire hostile. Dépassée en nombre et encerclée, elle a vu de nombreux soldats blessés incapables de se mettre en sécurité. Le soldat de première classe Washington a créé à lui seul une diversion qui a détourné les tirs ennemis de ses camarades. Elle marqua une pause, laissant le poids de ses mots se poser. Le terminal était devenu si silencieux que le bourdonnement lointain des moteurs d'avion pouvait être entendu à travers les épaisses fenêtres. Pendant 15 minutes, il maintint seul cette diversion, permettant aux médecins d'atteindre les blessés. Lorsqu'il vit qu'un de ses camarades avait été touché en essayant de le rejoindre, le major Washington sortit de sa cachette, s'exposant aux tirs ennemis concentrés pour mettre son camarade blessé en sécurité. Les yeux du général parcoururent la foule, captant les expressions de choc et de respect naissant sur les visages de ceux qui avaient auparavant regardé Marcus avec suspicion ou dédain. Bien qu'il ait été lui-même grièvement blessé lors d'une attaque au mortier, le major Washington a continué à protéger son camarade de son propre corps, tout en ripostant, jusqu'à l'arrivée des renforts. Ces actions ce jour-là ont sauvé la vie de 12 soldats américains. Et s'est tourné vers l'un de ses assistants, qui lui a tendu une tablette, il a tapoté l'écran plusieurs fois, puis l'a levé. Cette citation a été lue lorsque le président Nixon a placé la médaille d'honneur autour du cou du soldat de première classe Washington en 1971. Il a commencé à lire. Pour sa bravoure et son intrépidité remarquables, au péril de sa vie, au-delà de ce que demandait le devoir, le soldat de première classe Marcus Washington s'est distingué par un héroïsme extraordinaire au combat contre des forces hostiles. Sa bravoure n'était pas un conte abstrait à réciter lors de cérémonies, elle était gravée dans le feu et le sang dans la vie des hommes qui ont survécu parce qu'il a choisi d'affronter la mort. Lorsqu'il eut fini de lire, il y eut un long silence, non pas de gêne mais de révérence. Marcus resta silencieux, humilié une fois de plus par des souvenirs qui ne s'étaient jamais vraiment estompés. L'agent de la porte resta figé, la bouche légèrement ouverte, incapable de s'accrocher plus longtemps à l'ignorance. Les passagers qui l'avaient ignoré le regardaient désormais avec respect. Et dans cet espace, autrefois chargé de tension, d'incompréhension et de rejet, quelque chose a changé. Une leçon avait été donnée, non seulement sur le protocole militaire ou l'honneur dû à un uniforme, mais sur l'humanité, la dignité et la mémoire. Le major Marcus Washington, qui avait autrefois protégé ses frères d'armes sous le feu ennemi, a aujourd'hui rappelé à une nation le prix du silence et la valeur de la reconnaissance. Et cette fois, le monde avait écouté. Et le dévouement des intéressés envers ses camarades soldats reflète les plus hautes traditions de l'armée américaine. Dans tout le terminal, les écrans numériques, habituellement réservés aux informations de vol, ont soudainement clignoté et changé, affichant désormais des images du parcours militaire exceptionnel de Marcus, ses distinctions et des photos de la cérémonie de remise de la médaille d'honneur. L'équipe technique de l'aéroport, s'efforçant de réparer les erreurs, avait corrigé le contenu sous la direction frénétique du PDG, prêt à tout pour sauver la situation. Le général rendit la tablette à son aide de camp, mais même si l'attention se concentrait sur l'héroïsme de Marcus pendant la guerre, ce dernier affirma clairement que le service du major Washington à son pays ne s'était pas arrêté sur le champ de bataille. Pendant plus de 50 ans, il avait œuvré sans relâche pour les vétérans, en particulier ceux sans domicile et ceux qui luttaient silencieusement contre les effets lancinants du syndrome de stress post-traumatique. Son engagement indéfectible a contribué à façonner la politique nationale, transformant la vie de milliers d'anciens militaires avec une humilité et une détermination restées jusqu'à aujourd'hui invisibles pour la plupart. Le général se retourna et rencontra directement le regard de Marcus. Demain, le major Washington recevra la médaille présidentielle des citoyens pour ses décennies de service auprès des anciens combattants, a-t-il déclaré solennellement. Cet honneur fera de lui l'un des rares Américains à avoir reçu à la fois la plus haute distinction militaire et la deuxième plus haute distinction civile du pays. Un murmure de crainte parcourut la foule, respectueuse et stupéfaite. Karen Miller, debout au comptoir, entourée d'agents fédéraux,
paraissait visiblement secoué, le visage pâle, le regard fuyant comme quelqu'un qui réalise soudain que le sol s'est effondré sous ses pieds. Les agents de sécurité qui avaient interrogé Marcus sur sa carte d'identité, qui avait malmené la médaille qui aurait dû susciter leur respect, fixaient maintenant le sol, incapables de croiser le regard de quiconque. Mais le général n'avait pas fini. J'ai un lien personnel avec l'histoire du Major Washington, poursuivit-il d'une voix assurée mais chargée d'une profonde émotion. Peu de gens le savent, mais mon père, le sergent James A., était l'un des 12 hommes que le Major Washington a sauvés ce jour-là au Vietnam. Mon père n'était alors qu'un opérateur radio de 20 ans, avec sa femme enceinte qui l'attendait à la maison, ma mère. Si le Major Washington n'avait pas fait preuve d'un courage extraordinaire ce jour-là, je ne serais pas ici devant vous. Un halètement collectif parcourut la zone de la porte. Les paroles du général ont complètement bouleversé l'atmosphère. Ce qui avait commencé comme un récit historique était devenu viscéral, intime à un moment qui a fait sortir le sacrifice héroïque de l'abstraction pour le transformer en une réalité vivante. J'ai grandi en entendant parler du courage du Major Washington, poursuivit la voix emplie de respect. Mon père parlait souvent de lui, de la façon dont un jeune soldat noir de Détroit avait tout risqué pour sauver des hommes, dont beaucoup ne lui avaient jamais manifesté que des préjugés depuis leur arrivée au Vietnam. Mon père disait que cela l'avait changé à jamais. Cela l'avait forcé à reconsidérer tout ce qu'il pensait savoir sur la race. À ces mots, l'expression stoïque de Marcus vacilla. Ses lèvres se pincèrent et, l'espace d'un instant, son sang-froid sembla s'adoucir. Il ignorait que parmi les vies qu'il avait sauvées ce jour-là, l'une d'elles poursuivait son histoire, la transmettant à la génération suivante comme une leçon vivante de courage, d'humilité et de lucidité morale. Le général s'est ensuite tourné vers Karen Miller et les agents de sécurité. À la lumière des événements d'aujourd'hui, l'aéroport international d'Atlanta a accepté de mettre en place immédiatement une formation pour l'ensemble du personnel sur la reconnaissance des pièces d'identité militaire et le traitement respectueux des anciens combattants décorés, a-t-il déclaré. Les personnes directement impliquées dans cet incident ont été placées en congé administratif dans l'attente d'un examen approfondi. La nouvelle frappa Karen comme un coup de massue. Son visage se décomposa sous le poids de ses actes. L'un des agents fédéraux se pencha et murmura quelque chose de bas et de ferme, ce qui lui fit hocher la tête lentement et hésitant. La directrice de l'aéroport s'est avancée, la voix tremblante, tandis qu'elle annonçait, de plus, l'autorité aéroportuaire fera un don substantiel à la fondation des vétérans du Major Washington en signe de nos plus profonds regrets pour ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Pendant ce temps, Esha Johnson maintenait son téléphone immobile, poursuivant la diffusion en direct qui atteignait désormais plus d'1 million de téléspectateurs. Les principaux médias avaient commencé à diffuser les images. Les commentaires affluaient de vétérans, militaires d'actifs et civils exprimant leur indignation, leur chagrin et leur admiration pour la dignité et la force dont Marcus avait fait preuve. James Watkin, le jeune employé de l'aéroport dont le discret appel téléphonique avait déclenché cette prise de conscience nationale, se tenait sur le côté, les yeux écarquillés, bouleversé mais résolu. Le général l'a repéré et l'a appelé. « Monsieur Watkin, dit-il en lui tendant la main, le ministère de la Défense salue votre action. Vous avez reconnu l'injustice et pris des mesures immédiates pour y remédier, malgré les risques pour votre emploi. » James, toujours en formation ROC, se tenait au garde à vous en serrant la main du général. « Merci, monsieur. J'ai fait ce qui me semblait juste. » Et hocha la tête en signe d'approbation. C'est exactement le type de leadership que nous recherchons. Je crois savoir que vous êtes membre du ROC de l'armée de l'air. Considérez ceci comme une distinction officielle. De plus, j'aimerais vous offrir une bourse complète pour compléter vos études, offerte par le ministère de la Défense. Les yeux de James s'écarquillèrent. Monsieur, merci, monsieur. Alors que le silence solennel régnait, Marcus fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une photographie usée, la tendant doucement au général. « Ton père est sur cette photo, dit-il à voix basse. Troisième en partant de la gauche. » La photo montrait un groupe de jeunes soldats, les bras croisés les uns sur les autres, une jungle verte se profilant derrière eux. Elle étudia, puis désigna un soldat blanc maigre avec une radio en bandoulière. « C'est lui, murmura-t-il. Marcus hocha la tête. Richard Collins est à côté de lui, le plus grand. C'était mon meilleur ami. Il est mort dans mes bras pendant l'embuscade, mais pas avant d'avoir changé ma vie. Il reprit la photo, la manipulant avec le genre de révérence que l'on pourrait accorder à une relique sacrée. Richard venait d'une région rurale de Géorgie. Lors de notre première rencontre,
il ne m'adressait même pas la parole, sauf pour m'insulter. Au moment de l'embuscade, il était devenu mon frère sur tous les plans. La voix de Marcus était ferme, mais ses yeux brillaient du poids silencieux de décennies portées en silence. Ses derniers mots furent « Ils t'ont vu maintenant, Washington. Ils t'ont vu tel que tu es vraiment. » Il regarda la foule autour de lui, les terminaux maintenant illuminés par les images d'un jeune lui en uniforme, les visages qu'il avait autrefois rejetés, maintenant brillants d'admiration et de regret. « Certains jours, je pense qu'il avait raison, dit Marcus. D'autres jours, comme aujourd'hui, je me demande si quelque chose a vraiment changé. » L'embarquement du vol 1056 d'United Airlines à destination de Washington DC a repris, mais tout avait changé. L'atmosphère était respectueuse. Une garde d'honneur composée de militaires était alignée le long de la passerelle, se tenant fièrement debout tandis que le major Marcus Washington montait à bord de l'avion. Derrière lui, le général les suivait, ayant insisté pour escorter lui-même le récipiendaire de la médaille d'honneur. Alors que Marcus montait dans l'avion, la voix du pilote parvint dans l'interphone. « Mesdames et messieurs, United Airlines est honoré d'accueillir à bord le major Marcus Washington, récipiendaire de la médaille d'honneur, qui voyage aujourd'hui pour recevoir la médaille présidentielle des citoyens pour sa vie au service de nos vétérans. » Les passagers se sont levés pour applaudir spontanément. Tandis que Marcus avançait dans l'allée, beaucoup lui ont tendu la main ou lui ont doucement touché l'épaule, murmurant des mots de remerciement. Les agents de bord l'ont accueilli avec une grâce solennelle, le guidant vers son siège en première classe avec une dignité qui contrastait fortement avec l'injustice subie précédemment à la porte d'embarquement. De retour au terminal, les conséquences se sont rapidement déroulées. Karen Miller a été officiellement licenciée et escortée hors de l'établissement par les mêmes agents qui l'avaient aidé à humilier Marcus quelques heures auparavant. On l'a informé que son dossier professionnel serait examiné pour détecter tout comportement discriminatoire. Les agents de sécurité qui ont mal géré l'identité de Marcus et sa médaille d'honneur ont été placés en congé administratif sans solde. L'administration aéroportuaire avait déjà contacté une importante organisation de défense des droits civiques pour lancer une formation anti-préjugés dans tous les services. L'incident avait déclenché une tempête. Les réseaux sociaux avaient explosé. Le livestream de Tesha Johnson, désormais rediffusé sur les réseaux, contrastait le manque de respect envers un vétéran noir âgé avec l'honneur solennel de sa cérémonie de remise de la médaille d'honneur. Des associations d'anciens combattants de tout le pays ont exprimé leur indignation et leur soutien. Nombre d'entre elles ont réclamé une enquête plus approfondie sur le traitement réservé aux anciens combattants de couleur dans la vie civile. Le PDG de l'aéroport international d'Atlanta a publié une déclaration annonçant la formation d'un groupe de travail pour réviser les protocoles de formation et remédier aux défaillances systémiques qui ont rendu possibles les événements de la journée. Les événements d'aujourd'hui constituent une douloureuse leçon, peut-on lire dans le communiqué. Nous reconnaissons que le major Washington a subi un traitement non seulement irrespectueux envers son statut de médaillé d'honneur, mais également entaché de préjugés raciaux inadmissibles dans notre société. Nous sommes déterminés à apporter un changement significatif. Pour James Watkin, le jeune employé dont la conscience a été à l'origine de ce projet, ce jour a marqué un tournant. Outre la bourse, il a reçu des distinctions d'organisation d'anciens combattants et une invitation à la cérémonie à la Maison-Blanche. Ses commandants du ROC lui ont dit que son courage moral incarnait le cœur même du véritable leadership. Alors que le vol 1056 se préparait au décollage, Marcus était assis en silence, l'énormité de la journée se faisant sentir. À côté de lui, le général murmurait des nouvelles de Washington. Le président a été informé, a-t-il déclaré. Il ajoute à la cérémonie de demain l'annonce d'un nouveau décret, qui renforce la protection des anciens combattants de couleur et s'attaque à la discrimination systémique dans les services aux anciens combattants. Marcus hocha lentement la tête. Tout cela, murmura-t-il, parce qu'un jeune homme a passé un appel téléphonique. Il sourit faiblement, se souvenant de quelque chose que Richard avait l'habitude de dire. Il suffit d'une seule personne prête à défendre ce qui est juste pour que tout change. Et lui sourit en retour. C'est le genre de courage que nous essayons d'enseigner. Le courage moral est plus rare et bien plus précieux que le courage physique. Alors que l'avion s'approchait de la piste, Marcus jeta un coup d'œil par le hublot. Le terminal s'éloignait, mais une foule se tenait devant la vitre, brandissant des pancartes confectionnées à la hâte, les saluant avec fierté et gratitude. Parmi eux, Tesha Johnson et James Watkin, la tête haute. Pour la première fois ce jour-là, Marcus s'autorisa un sourire sincère. L'avion s'élevait dans un ciel sans nuages, Atlanta se rétrécissant derrière eux. Marcus s'adossa à son siège,
ferma les yeux et laissa le jour s'installer. Lorsqu'il les rouvrit, ses pensées se tournèrent vers Richard Collins, se demandant ce que son ami penserait de tout cela. Peut-être que Richard avait raison depuis le début. Peut-être qu'enfin, il commençait à le voir, non seulement la couleur de sa peau, mais la profondeur de son esprit. Le lendemain, dans la salle de la Maison-Blanche, Marcus Washington se tenait sous le regard solennel de l'histoire tandis que le président lui plaçait la médaille présidentielle des citoyens autour du cou. L'atmosphère était emplie de recueillement, l'instant étant marqué non seulement par l'honneur personnel, mais aussi par la prise de conscience d'une nation de son passé et de ses promesses. La cérémonie, désormais considérablement élargie, témoignait de l'héritage de plus d'un homme, elle était devenue une véritable déclaration. Le président s'est adressé à l'auditoire avec une gravité délibérée, reconnaissant les événements survenus à l'aéroport international d'Atlanta non pas comme un simple incident, mais comme un symbole douloureux des injustices plus vastes qui continuent de frapper les anciens combattants de couleur à travers le pays. Le major Washington a servi cette nation avec un courage et une distinction extraordinaires, a déclaré le président, sa voix résonnant à travers la salle décorée. Qu'il soit confronté à l'indignation de la discrimination raciale alors qu'il se rendait pour recevoir cet honneur est un rappel brutal et douloureux de l'ampleur du travail qui reste à accomplir. Aujourd'hui, nous faisons plus que saluer sa vie de service. Nous faisons une promesse, honorer ce service non seulement par des paroles, mais aussi par des actes. Pour bâtir une société plus juste et plus équitable pour tous ceux qui ont porté l'uniforme. Après la cérémonie, Marcus accomplit discrètement ce qu'il avait retardé pendant 50 ans. Accompagné du général Hay, il se rendit au cimetière national d'Arlington, où Richard Collins, son meilleur ami et son frère d'armes, avait été inhumé des années plus tôt après avoir succombé à un cancer. Debout devant la pierre tombale blanche et propre gravée du nom de Richard, Marcus retira la médaille présidentielle des citoyens de son cou et la plaça doucement contre le marbre, ses doigts tremblants tandis qu'il s'attardait un instant. « J'ai tenu ma promesse, Rich, murmura-t-il. J'ai vécu avec honneur, même quand ce n'était pas facile. Et peut-être, que les gens commencent enfin à me voir comme tu me voyais, il y a toutes ces années. » Il resta silencieux, de ce silence qui exprime tout ce que les mots ne peuvent exprimer. Le général resta respectueusement derrière lui, accordant à cet instant la révérence qu'il méritait. Alors qu'il se préparait à partir, un groupe de jeunes cadets militaires s'approchait, visitant les lieux sacrés d'Arlington. Le groupe était hétéroclite, hommes et femmes de tous horizons et de toutes couleurs. L'une d'elles, une jeune femme noire en uniforme, reconnut Marcus grâce aux informations. D'un pas hésitant et d'une voix remplie de crainte, elle demanda. « Major Washington, monsieur, pourriez-vous nous parler un instant ? Nous nous entraînons tous pour devenir officiers. Et après ce qui s'est passé hier, eh bien, nous pensons que vous pourriez nous apprendre beaucoup sur la dignité, le leadership et l'honneur. » Marcus marqua une pause. Il plongea son regard dans les siens enthousiastes, sincères, plein de questions et d'espoir et il eut quelque chose de radieux. Il a vu l'avenir. Il voyait une armée, et peut-être une nation, enfin prête à vivre selon ses idéaux. Une génération prête à écouter, à apprendre, à changer. « Je serais honoré, répondit-il. Et tandis qu'il commençait à partager ses histoires, de guerre, de perte, de courage et d'injustice, il sentit la présence de Richard à ses côtés, invisible mais indubitable, hochant la tête avec une approbation silencieuse. Ce qui s'était passé à l'aéroport international d'Atlanta n'était qu'un nouvel épisode d'une longue et pénible série d'humiliations auxquelles Marcus avait été confronté tout au long de sa vie. Mais contrairement aux nombreux incidents passés, endurés en silence, celui-ci avait déclenché une prise de conscience nationale. Un dialogue attendu depuis longtemps. Une vague d'action née dans le cœur de gens ordinaires qui refusaient tout simplement de détourner le regard. Ce n'était pas la fin du combat, Marcus était bien trop expérimenté, bien trop sage pour y croire. Mais c'était un début. Une victoire. Une petite bataille gagnée dans la longue guerre pour la justice, l'égalité et le respect. Avez-vous déjà vu quelqu'un se lever contre la discrimination comme l'ont fait James et Esha pour le major Washington? Avez-vous déjà ressenti le poids d'être jugé non pas sur votre caractère, mais sur la couleur de votre peau, ou avez-vous déjà vu cela se produire et vous êtes-vous demandé si vous deviez vous exprimer? L'histoire du major Washington nous le rappelle. Elle nous rappelle que la dignité est une forme de résistance. Ce courage, même discret et modeste, peut résonner de génération en génération. Une seule voix, une seule caméra, un seul acte de conscience peuvent changer la donne. Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Faites entendre votre voix.
car en racontant ces histoires, en témoignant de la vérité de chacun, nous semons les graines d'un véritable changement. Si ce récit de force tranquille face à l'injustice vous a ému, n'hésitez pas à l'aimer et à le partager, afin que d'autres puissent comprendre à quoi ressemble la dignité en mouvement. Et puissions-nous tous nous efforcer, dans les moments qui comptent, d'être un peu plus comme James, Esha, Richard et Marcus. Parce que parfois, la chose la plus héroïque que vous puissiez faire. Il s'agit simplement de défendre ce qui est juste.